Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Un nouveau procès des principaux responsables Khmer Rouge va commencer cette semaine à Phnom Penh pour crimes contre l'humanité et génocide. Il concerne notamment celui qui est considéré comme le bras droit de Pol Pot, Nguyen Cha, aujourd'hui âgé de 85 ans et qui, jusqu'à son arrestation en 2007, vivait tranquillement près de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Nous allons évoquer ce procès historique, bien sûr, et l'un des crimes les plus horribles du XXe siècle qui a fait 2 millions de morts, avec mon invité aujourd'hui, Navi Sut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, avec la journaliste Sophie Ancel, de ce livre, il faut bien le dire, même si c'est un cliché complètement bouleversant, qui s'appelle Les larmes interdites et qui raconte qui est votre témoignage sur ce que vous avez vécu, c'est-à-dire le génocide imposé et dont les Khmers rouges sont responsables. Ce qui me frappe le plus, et je crois que c'est le cas dans tous les témoignages que j'ai lus et mais de tous les génocides en fait, c'est à quel point, surtout pour les enfants, dans leur mémoire, vous aviez 2 ans quand ça a commencé. Oui, un peu plus, oui. Vous racontez tous et toutes la même chose, c'est-à-dire tout d'un coup que le bonheur s'arrête pratiquement en une fraction de seconde. Et c'est ce que vous commencez à raconter dans ce livre. Oui, ce livre, Les larmes interdites, c'est un témoignage d'une petite fille, en fait. C'est son quotidien, c'est la résilience d'une enfant qui est dans un monde dicté par l'idéologie des adultes. Elle voit bien que ses parents donnent le maximum d'amour, tandis que les Khmers rouges, c'est interdit de pleurer, c'est interdit de sourire et d'aimer. Donc elle voit bien qu'il y a des méchants et des gentils. Mais pour comprendre ça, elle fait la différence entre les gens, les Khmers rouges qui sont très bien portants et nous, considérés comme les nouveaux peuples, on est presque squelettique. Le nouveau peuple, il faut expliquer, c'est parce qu'en fait, ce génocide qui a la caractéristique d'avoir été imposé par des Cambodgiens sur leur propre peuple, mais pas sur tout le peuple, sur les Cambodgiens des villes. Hein, oui, voilà. Ça. Que les Khmers rouges considèrent comme les citadins qui habitent à la ville. Les intellectuels. Les intellectuels, les bourgeois, ceux qui ont une peau blanche, ceux qui portent des lunettes, y passaient. Quand j'avais commencé à faire ce livre, ma mémoire repartait dans le passé et je cherchais ce qui s'est passé et il y avait beaucoup d'odeurs, d'images, de bruits, de sons. Et à chaque fois, je notais et puis c'est comme une forme de puzzle. Il manque toujours un morceau et avec le temps, j'essaye de mettre une histoire. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. C'est impossible de tout raconter en si peu de temps de ce qui vous est arrivé, mais comme beaucoup de victimes, ça a été le travail pénible, la sous-alimentation, l'arbitraire permanent imposé par les Khmers rouges, la moitié de votre famille qui n'en est pas revenue, votre père en particulier. Oui, mon père. Qui un jour a été pris par les Khmers rouges et qui n'est jamais revenu. Non. Mon père était emmené, il travaillait dans les champs et ils ont envoyé un petit garçon pour appeler mon père de venir à la maison. On trouvait ça bizarre. Et ce jour-là, il y avait mon grand frère, moi, ma mère et ma sœur nouveau-née. Les hommes sont venus, armés, tenue noire, avec, on appelle une écharpe, la krama, rouge. Et ils disaient que, camarade Poon, mon père, vous devez aller travailler dans une autre région pour pouvoir ensuite ramener de la viande, plus de nourriture à votre famille. Mais on savait que ce n'était pas vrai. Et quand mon père jetait un regard sur moi pour juste me dire adieu parce qu'il n'a pas le droit de me serrer dans ses bras, il n'a pas le droit de m'embrasser, je n'ai pas le droit de pleurer, parce que pleurer, ça veut dire qu'on est contre eux. Et que les Khmers rouges ne veulent pas qu'on exprime le plaisir, le désir ou l'émotion. Tout est interdit. Mon père, j'ai même pas pu l'embrasser. Il était parti et il a été emmené par des hommes armés. Et je n'ai jamais plus revu. Vous n'avez pas pleuré, hein? Vous avez réussi à ne pas pleurer? Ben, quand j'ai vu mon père de dos
mais très maigre, à peine habillée. Oui, je voulais m'effondrer, mais il fallait s'abstenir pour ne pas pleurer devant eux. Mon père m'a toujours dit qu'il ne faut pas pleurer, il faut que tu te montres forte, il faut que tu sois courageuse. C'est la vie ou la mort. Donc, j'ai essayé de m'empêcher, mais dès qu'ils sont partis un peu loin, j'ai pleuré, oui, en cachette. Un pleur silencieux. Votre mère, elle aussi, a été emmenée un jour, mais elle s'en est tirée miraculeusement. Oui, et je remercie, je ne sais pas qui, je remercie tout simplement ma maman qui est encore vivante. Oui, elle a été emmenée pour être jugée ou exécutée. Et finalement, elle a été forte. Elle a affronté en cas, ça ne se fait pas. Elle a dit, si vous me traitez d'espionne, prouvez-le, sinon tuez-moi. Voilà ce qu'elle m'a répété après. Je l'ai suivie, j'ai vu que ma mère a été emmenée, mais elle a été relâchée. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Non. Vous, beaucoup d'enfants sont morts parce que les enfants étaient les premières victimes, parce que c'était pour eux le plus difficile de supporter la malnutrition, le travail. Il y avait même des demi-rations alimentaires pour les enfants. Et vous, vous avez failli d'ailleurs mourir? Oui, normalement, on devait tous mourir. C'est un bel hasard qu'on soit vivante encore, parce que nous étions 10 dans la famille, ma mère, mon père, et puis les enfants, 4 filles et 4 garçons. Or, cette époque-là, mon père, 2 frères et 2 sœurs sont morts. Ma mère, 2 frères et 2 sœurs sont vivants. Voilà. Et les enfants, c'est les premiers, oui, les premières victimes de cette période-là, puisqu'ils ne travaillent pas, donc ils n'ont pas de nourriture. Et comme ils ont du mal à manger, parce que parfois, c'est des bébés, ils ne mangent pas de la même nourriture, et ils ont besoin de leur maman, de leur papa, de la nourriture. Ils ont besoin plus que la nourriture, un enfant, d'amour. Bien sûr. Et vous avez été soigné par votre père quand vous avez eu cette infection à une jambe et à un bras, c'est ça? Et il vous a soigné parce qu'il savait utiliser les écorces. Enfin, là aussi, c'est une belle histoire avec votre père que vous n'avez plus jamais revu. Il faut parler quand même un peu du procès, parce que votre livre sert de pièce à conviction au procès, et vous êtes partie civile au procès. Oui, je fais partie civile à ce procès, et ce livre, c'est pièce jointe au dossier au tribunal qui se déroule au Cambodge. Est-ce que vous allez aller témoigner? Oui, même si mon oui est rapide, c'est que moi c'est un devoir que je vais faire, donc je vais le faire jusqu'au bout. Mais j'ai aucune envie de rencontrer les Khmers rouges de nouveau. Oui, parce qu'on sait que beaucoup, malheureusement, sont encore en liberté. Hein. Bien sûr. Ouais. Et ils ont encore un pouvoir néfaste au Cambodge aujourd'hui, un pouvoir de nuisance? Ça, je ne sais pas. Mais par contre, les Cambodgiens qui ont vécu ce génocide essayent d'aller retourner au Cambodge discrètement, en fait. Et le fait que j'ai fait ce livre et je fais partie du procès, je suis exposée à des choses où eux, ils n'apprécient pas. Qu'est-ce que vous en attendez? Ce serait quoi la justice pour vous, si longtemps après? Si longtemps après? Déjà, je suis contente qu'il y ait un procès, que les coupables rendre des comptes un jour de ce qu'ils ont fait. J'attends pas, je veux qu'ils soient jugés, mais c'est difficile de dire que j'attends quelque chose, parce que ça ne me fait pas revenir de toute façon les êtres que j'ai tant aimés. Et eux, ils ont largement bien vécu. Mais est-ce que ça va vous apaiser un peu? Oui. Je fais ce livre, je fais ce procès, ça m'apaise, parce que ce livre, c'est comme si c'est une dernière demeure à la mémoire des êtres que j'ai aimés et tous les Cambodgiens qui sont morts. Et vous le faites pour votre fille aussi aujourd'hui, parce que vous avez une petite fille? Oui,
Et pour votre maman certainement aussi. Oui, pour ma maman, pour mes frères, beaucoup plus pour les autres que pour moi-même. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de parler de leur vie. Ils ne m'ont pas autorisé, donc je parle plus de ma vie et ce que j'ai vécu. Et je fais au nom de ceux qui sont morts et de ceux qui sont vivants et qui sachent qu'il y a eu génocide pendant 4 ans au Cambodge. Ce qui veut dire au passage, Navissot, ce que vous nous dites là, c'est que pour beaucoup de rescapés, vos frères, c'est encore trop difficile d'évoquer ce qui s'est passé, hein. Peut-être Oui. parce qu'ils étaient un peu plus grands que vous. Oui, ils étaient un peu plus grands que moi. Et puis mon grand frère a été battu presque à mort. Là, en ce moment, il est vivant, mais il a perdu un œil. Donc, ce n'est pas des choses qu'ils voudraient remuer. Et oui, ils sont traumatisés, oui, par les Khmers rouges. Même moi, je n'ai pas l'air, mais j'ai passé beaucoup de nuits blanches à commencer à faire ce livre. Et maintenant, beaucoup moins, parce que c'est comme une thérapie pour moi d'avoir fait ce livre. Merci beaucoup Navissot pour votre témoignage. Et donc je rappelle Les larmes interdites, un très très beau livre avec Sophie Ancel chez Plomb. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est tout pour l'entretien de France 24. Vous pouvez le retrouver sur france24.com. À bientôt.